C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette attaque à Boulkessi, dans le centre du Mali. Elle a été perpétrée par des djihadistes liés à Al-Qaïda. Le bilan fait état de plus d'une trentaine de morts. Nous ferons le point avec notre correspondant régional dans ce journal. La visite d'Ousmane Sonko en Guinée, le Premier ministre sénégalais a rencontré son homologue Bahouri ainsi que le président de la transition Mamadi Doumbouya. Sa visite dans le pays est la deuxième étape de sa tournée régionale. Nous serons à Conakry dans ce journal. Et puis en Côte d'Ivoire, la pénurie de cardiologues est un vrai problème dans le pays. Vous verrez que pour pallier au manque de suivi, l'Institut de cardiologie d'Abidjan, en lien avec une start-up, a développé grâce à l'intelligence artificielle un moyen d'améliorer la prise en charge. Reportage à suivre. Des djihadistes du JNIM liés à Al-Qaïda affirment s'être emparés de la base militaire de Boulkessi dans le centre du Mali. L'armée malienne a quant à elle confirmé avoir dû se replier face à l'intensité des combats. Le bilan fait état de plus de 30 morts. La correspondance régionale de Serge Daniel. Dans un communiqué, l'armée malienne affirme avoir déjoué des attaques djihadistes contre cette position dans la localité de Tombouctou, située dans le nord-ouest du Mali. Côté djihadiste, dans un communiqué, on affirme que des attaques coordonnées ont été menées contre les positions de l'armée malienne à Tombouctou et que des dégâts ont été causés. Côté maintenant, population locale interrogée, elles ont d'ailleurs passé la plupart du temps chez elles, cachées, parce qu'il y avait des coups de feu, et plusieurs témoins affirment que les djihadistes ont mené plutôt des attaques coordonnées contre plusieurs positions de l'armée malienne dans la localité de Tombouctou. Des dégâts ont été constatés. Un peu plus au centre, une autre attaque, cette fois-ci, dans le camp de Boulkessi. L'armée malienne affirme avoir, là également, déjoué une autre tentative d'attaque de djihadistes contre ce camp, alors que sur le terrain, les témoins affirment que les djihadistes sont plutôt rentrés dans le camp, pris de l'armement, ils ont attaqué les positions de l'armée malienne, causé des dégâts, causé également de nombreuses victimes. Un peu plus au sud, vers la localité cette fois-ci de Sikasso, ce sont des engins explosifs improvisés que les djihadistes ont utilisés contre des convois de l'armée malienne. Là également, il y a eu des dégâts. Ousmane Sonko est à Conakry. Après la Côte d'Ivoire, le Premier ministre sénégalais effectue la deuxième étape de sa tournée régionale en Guinée. Au programme, une rencontre avec son homologue Bahouri ainsi qu'avec le président de la transition Mamadi Doumbouya. Cette visite confirme la volonté d'Ousmane Sonko d'entretenir des relations avec tous les pays de la région, y compris les régimes militaires. La correspondance de Malik Diakité. L'objectif affiché de cette visite du chef du gouvernement sénégalais est de renforcer les liens, notamment commerciaux, entre les deux pays. Ousmane Sonko et son homologue guinéen Amadou Riba ont aussi échangé sur des questions de sécurité et de stabilité des deux pays, mais aussi dans la sous-région. On écoute les deux premiers ministres. Le Sénégal et la Guinée, comme vous le savez, ont eu des évolutions parfois différentes, mais cela n'a pas entaché la convergence des aspirations des deux peuples. Je suis venu discuter avec mon homologue sur les voies et moyens de faire un saut quantitatif et qualitatif en mutualisant nos moyens, nos ressources pour pouvoir ensemble et de manière complémentaire construire un développement partagé. Au cours de son séjour, Ousmane Sonko dit avoir un entretien fraternel avec le chef de la transition guinéenne, le général Mamadi Doumbouya. Cette visite est considérée comme un nouveau souffle pour la coopération bilatérale entre les deux pays en panne depuis une dizaine d'années. Sous les présidents Alpha Condé et Macky Sall, les relations entre Conakry et Dakar se sont fortement dégradées. L'allocution n'aura duré que quelques minutes, mais elle a eu le mérite d'être claire. L'opposant congolais Martin Fayulu, qui a pris la parole sur les réseaux sociaux, a mis en garde contre une explosion du pays. Pour lui, l'heure est grave et il a notamment interpellé le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et l'ancien président Joseph Kabila. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula.
Dans un message très solennel, Martin Fayulu alerte les Congolais. Nous vivons, dit-il, les heures les plus sombres de notre histoire. Alors pour l'opposant, la balkanisation du Congo, c'est-à-dire l'explosion du pays, est, dit-il, une menace en marche. Et Martin Fayulu pointe 3 responsables. D'abord, Corneille Nangaa, le chef de la FCM 23, qui l'accuse d'être complice des massacres dans l'est du pays. Autre responsable, selon l'opposant, Joseph Kabila, présent à Goma depuis quelques jours, une présence perçue comme une collaboration injustifiable avec le groupe armé. Martin Fayulu les appelle au dialogue. Enfin, l'opposant interpelle le président Félix Tshisekedi. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. De son côté, la présidence a réagi en quelques heures à cet appel et accepte la main tendue de Martin Fayulu. Tina Salama, porte-parole de la présidence, a affirmé sur les réseaux sociaux que Félix Tshisekedi est disponible à rencontrer l'opposant pour sauver, je cite, la République de la prédation qui menace l'intégrité territoriale. Cette manifestation à Nouakchott en Mauritanie, ils étaient nombreux devant l'Assemblée nationale pour dénoncer le meurtre et le viol d'une jeune femme enceinte. Le corps sans vie d'Awa Traoré avait été retrouvé le 29 mai dernier dans la chambre d'un jeune homme qui entretenait une relation avec elle. Elle n'avait que 18 ans. Écoutez. Sans loi qui protège les femmes, les viols ne s'arrêteront pas, les crimes ne s'arrêteront pas, les assassinats féminicides ne s'arrêteront jamais. Les petites filles de 3 mois, de 4 ans, de 3 ans sont violées impunément. Les violeurs ne vont pas en prison, ils ne rendent pas compte. Nous voulons une loi qui protège nos citoyennes. Nos citoyennes mauritaniennes, nous ne sentons plus en sécurité dans notre pays. En bref, la condamnation au Bénin de Steve Amoussou, le cyberactiviste, a écopé de 2 ans de prison ferme pour injure avec motivation politique et diffusion de fausses nouvelles. Steve Amoussou, accusé de tenir un compte critique du pouvoir, nie ces accusations. Il est emprisonné au Bénin depuis août 2024. En Côte d'Ivoire, les problèmes cardiaques constituent la première cause de mortalité dans le pays, mais seuls 140 cardiologues pratiquent en Côte d'Ivoire. Ils sont principalement installés à Abidjan. Pour pallier ce manque de suivi, l'Institut de cardiologie d'Abidjan, en lien avec une start-up, a développé un bot qui fonctionne grâce à l'intelligence artificielle pour améliorer la prise en charge. Reportage de Julia Guggenheim et Damien Kofi. Comme un adulte sur 3 en Côte d'Ivoire, Christophe Bigba souffre d'hypertension artérielle, une maladie cardiovasculaire qui nécessite un suivi régulier et un traitement quotidien à prendre à vie. Ce jour-là, il reçoit pour la première fois un appel un peu particulier. Pour commencer, pourriez-vous me dire quand vous avez pris votre tension artérielle pour la dernière fois? Aujourd'hui. Très bien. Pourriez-vous vraiment me donner les chiffres de votre tension artérielle d'aujourd'hui, s'il vous plaît? 14, 8. Avez-vous réduit votre consommation de sel récemment? Réduire le sel est très bénéfique pour la santé cardiovasculaire. L'Institut de cardiologie d'Abidjan réalise actuellement une étude sur une cohorte de 300 patients hypertendus pour tester ce robot conversationnel développé par une start-up locale. Désormais, Christophe recevra un appel toutes les 3 semaines. J'ai un suivi régulier, certes, mais c'est périodique et je dis que c'est 3 fois par an. Je pense que ça permettra aux médecins, mais à moi-même, de prendre soin de mon traitement et puis d'être focus sur les recommandations qui m'ont été faites. Une innovation qui permet aux médecins de trier les urgences, d'autant que la Côte d'Ivoire ne compte que 140 cardiologues pour l'ensemble de son territoire. J'ai reçu donc ce matin l'alerte pour un patient qui a une pression artérielle très élevée. Donc on rentre en contact avec le patient pour voir s'il a des symptômes particuliers qui peuvent rapidement le mettre en danger et éventuellement pour le voir physiquement en consultation. Selon l'OMS, les maladies cardiovasculaires et ses complications comme l'AVC et l'infarctus sont devenues la première cause de mortalité chez les adultes en Côte d'Ivoire.
La mortalité également par les AVC a augmenté de près de 20% dans nos pays, alors qu'on sait que la mortalité liée, par exemple, au sida, au paludisme, grâce aux efforts qui ont été déployés, aux moyens qui ont été déployés, a reculé. À terme, l'équipe du professeur Ngueta espère étendre l'usage de ce robot conversationnel au suivi de l'ensemble des maladies chroniques. De plus en plus d'automobilistes n'utilisent plus leur véhicule à cause du coût de l'essence et se tournent vers le train urbain. Son lancement après plus de 40 ans d'attente est une révolution. En 2023, Lagos était parmi les pires villes dans le rapport de l'Economist Intelligence Unit à cause de notamment ces légendaires go-slow, ces embouteillages monstres. Le reportage de notre correspondant Moïse Gomis. Dans cette gare de Lagos, ces deux agents débutent leur service. Timbi Hone assure l'un des 9 départs quotidiens de la ligne rouge. Ce train urbain relie le centre de la mégapole à sa banlieue nord. Timbi klaxonne souvent car ses rails traversent des zones densément peuplées. Le train urbain fait son autopromotion. Au fur et à mesure, il s'instaure dans le paysage et les gens commencent à voyager avec. Le nombre de passagers est en train d'exploser. Selon l'État de Lagos, pas loin de 2 millions de voyageurs auraient déjà emprunté en 2024 ces rames climatisées. Imaginez, en 1983, le train urbain a été mis en service 40 ans plus tard. Passager régulier, ce commercial indépendant n'utilise plus sa voiture. La sécurité et le gain de temps l'ont convaincu de voyager en train urbain. Le train est une excellente option. J'économise l'essence, mais j'évite aussi les embouteillages et le stress de la voiture. L'État de Lagos parie sur ce mode de transport pour faciliter les déplacements de ses 25 millions d'habitants estimés. Plusieurs milliards d'euros ont été investis dans des stations et des rames de technologie, notamment chinoises. Mais à cause des coupures chroniques d'électricité au Nigeria, la gestion du train urbain reste un défi. Nous disposons d'une centrale électrique indépendante de 8 MW. À l'intérieur du train, nous avons également un système de batterie qui prend le relais en cas de coupure d'électricité. Dans le budget 2025, le gouvernement fédéral a alloué des fonds pour soutenir la construction d'une 3e ligne de métro, 80 millions d'euros pour relier le port de Lagos au futur aéroport de Lekki. Pour finir, on vous emmène à Amsterdam, déambuler dans le musée Van Gogh. Vous verrez que le peintre nigérian John Madou y expose. C'est une première pour un artiste africain. Ses œuvres dialoguent avec celles du peintre néerlandais à travers des symboles africains forts. Clémence Valère. Revisiter les œuvres de Vincent Van Gogh à travers le prisme ouest-africain, c'est le défi lancé par l'artiste John Madou. En 3 mois, le peintre nigérian a créé 10 tableaux mettant en scène des éléments phares de 7 œuvres de l'artiste néerlandais, mais à sa sauce. Ainsi, la célèbre chaise en bois de Van Gogh devient à travers le pinceau de John Madou une chaise en plastique blanc et l'autoportrait se mêle à l'histoire diasporique. Je voulais vraiment rendre hommage à ce maître que j'adore. J'ai donc pensé qu'il fallait que les traits, les coups de pinceau et le thème des couleurs se rejoignent pour que l'ensemble se fonde parfaitement. De cette manière, les œuvres ne feraient qu'une. L'exposition Peinte en chemin a été lancée à l'initiative des Veiled Breakers, les recadreurs, un groupe de jeunes adultes dont l'objectif est de rendre le musée Van Gogh plus ouvert à la diversité dans ses expositions comme dans son accessibilité. Nous étions très enthousiastes car pour moi en particulier, c'est une sorte de représentation que de voir un artiste africain représenté dans un musée comme celui-ci. Si ce n'est pas la première fois que l'artiste nigérian établit un dialogue entre ses œuvres et celles d'artistes occidentaux, cette exposition marque la première fois qu'un artiste africain est mis à l'honneur au musée Van Gogh. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition, Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.